Ce soir, dans le drame syrien, le Conseil de sécurité mérite enfin son nom. Laurent Fabius se félicite de la résolution de l'ONU pour contraindre Damas à détruire ses armes chimiques. Mais quel rôle a réellement joué la France dans ce bras de fer diplomatique? François Hollande a-t-il marqué des points en menaçant de punir? Et quel discours est le plus efficace vis-à-vis d'un Vladimir Poutine décidément bien difficile à convaincre? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, Laurent Fabius, François Hollande, mais aussi François Fillon, très en pointe sur ce sujet. Avec nous 4 invités. Gaël Slimane, spécialiste de l'opinion à l'Institut BVA, avec un point de vue original, puisque vous pensez que les positions de François Hollande vis-à-vis de la Syrie seront payantes à terme. Jérôme Sainte-Marie, politologue aussi, fondateur de la société de conseil Pollingvox. Vous êtes plus critique, vous, sur ce discours gouvernemental. Marie Madras, spécialiste de la Russie au CNRS et à Sciences Po. Vous allez nous expliquer si ces discours ont, oui ou non, influencé Vladimir Poutine, soutien du régime de Damas. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer avec vous par revenir sur ce qui a marqué le tournant dans cette crise syrienne. Après 2 ans, une attaque chimique a lieu dans la banlieue de Damas. C'était le 21 août et pour François Hollande, le coupable et la riposte sont évidents. Au moment où je m'exprime devant vous, le monde est saisi d'effroi après la confirmation de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Tout porte à croire que c'est le régime qui a commis cet acte abject, qui le condamne définitivement aux yeux du monde. Car c'est une ignominie que de recourir à des armes que la communauté internationale a bannies depuis 90 ans. Je le dis ici avec la force nécessaire. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Effroyable, abject, les mots sont très forts, et puis surtout il parle de punir. Mais quelques jours plus tard, après que le Parlement britannique refuse d'intervenir et que Barack Obama décide d'attendre l'avis du Congrès américain, il semble moins catégorique. Tout doit être fait pour rechercher obstinément une solution politique avec toutes les parties prenantes. Je dis bien toutes les parties prenantes. Je m'adresserai aux Français lorsque je disposerai de tous les éléments qui puissent fonder ma décision. Et j'exercerai ma responsabilité dans un seul intérêt, celui de la France, celui de notre sécurité, mais également des valeurs dont notre pays, et pas seulement notre pays, nous sommes porteurs. Voilà, alors sans être spécialiste du langage, on a l'impression que là il est davantage au futur, comme si sa décision n'était pas encore vraiment prise. Bref, on a l'impression qu'il a l'air moins catégorique et puis surtout qu'il y a un changement de registre entre ces 2 discours. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, Denis Bertrand. Oui, manifestement un changement de registre. La première intervention est surprenante par la série des termes extrêmes qui sont employés entre saisie d'effroi, ignominie et abject, effroyable. Abject, effroyable, tous ces mots que vous avez relevés. On a l'impression qu'on est dans un registre qui sort du discours politique proprement dit, ou en tout cas qui crée le soupçon. Qui crée le soupçon parce que... le soupçon de quoi? On laisse entendre que, disons, il y a une opération de calcul politique derrière l'emploi et l'usage d'un certain registre et d'un certain langage. Et ici, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il fait un calcul politique en employant ces mots. C'est-à-dire que la modification même du registre pourrait laisser entendre qu'il s'agit d'un calcul politique. Parce qu'après la modification du registre montre qu'il y a eu un parcours
un parcours politique entre les deux moments et que l'inflexion du langage résulte de ce parcours-là. Voilà, du changement de situation, ce qui a posteriori laisse penser qu'il y a eu un calcul, vous dites, sur le premier. Qu'est-ce qui s'est passé dessous? Quels ont été les événements sous-jacents? Il y a eu, je l'ai évoqué, évidemment, des changements de pied chez certains alliés, mais c'est vrai que pour revenir sur le registre, on a l'impression qu'il rentre dans le registre classique du chef d'État, ce qui n'était pas dans le premier extrait, non? Très clairement, dans un premier temps, on entend du futur. On a un président de la République qui dit ça ne sera pas impuni, donc il va frapper, il n'y a à peu près aucun doute. Et dans un second temps, il s'est passé ce que vous avez évoqué, Hélène, c'est-à-dire qu'entre-temps, les alliés avec qui il avait prévu d'intervenir lui font défaut. Et donc, il se prépare, puisqu'on va avoir Saint-Pétersbourg, avoir des négociations, des discussions, et le président de la République est un homme politique, effectivement. Et donc, est-ce qu'il n'a pas eu tort, rétrospectivement, de partir aussi fort dans ce registre un peu moral, avec ces mots très forts? Enfin voilà, est-ce que c'était pas une erreur? Erreur, on verra à la fin de l'histoire syrienne si c'en est une ou pas politiquement. Ce qui est sûr, c'est que s'il avait su avant que les alliés britanniques et américains allaient le lâcher et le laisser seul, sans doute aurait-il été un petit peu moins catégorique dans ses positions de sa première interview. Oui, Jérôme Sainte-Marie. Ce qui m'a frappé sur ces deux extraits, c'est qu'au fond, François Hollande parle aux ambassadeurs comme s'il parlait aux Français. En tout cas, l'image qu'on se fait des Français comme des gens à qui il faut donner des images, etc., une image très condescendante. Et inversement, il parle aux Français à la télévision avec un langage beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus diplomatique. Il parle des intérêts de la France, il parle de ce genre de choses. Et dans le premier extrait, qui est absolument fascinant, il emploie le mot « punir ». Et c'est un mot qui est très étrange, c'est pas du tout un mot qui est adapté au langage diplomatique. On ne punit pas un chef d'État étranger, c'est pas entre... On punit quoi? On punit un enfant, on punit un dominé et on punit un colonisé éventuellement. Donc on fait des opérations punitives d'ailleurs. Vous pensez que ça renvoie à ça? Je crois que ça renvoie à un imaginaire qui est avant tout façonné par l'admiration d'ailleurs professée officiellement pour Jules Ferry, grand pédagogue et grand colonisateur. Alors, mais pourtant, il semble que ce terme punir, alors on va voir que ça a été après beaucoup reproché à François Hollande, pourquoi a-t-il employé ce terme, etc. C'est peut-être ce terme qui a, Marie Mandras, je sais pas, déclenché les choses, accéléré les choses, permis de faire pression sur Vladimir Poutine, qui est un acteur essentiel dans ce jeu. Le terme punir, il vient aussi des Américains. Ce sont les Américains qui, les premiers, ont parlé de punir Bachar el-Assad. Et je crois que dans le premier extrait que nous avons vu, tout simplement, le président Hollande utilise le registre de l'émotion et de l'exceptionnel pour préparer les Français à une frappe dans des conditions exceptionnelles et sans résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, puisqu'il sait très bien que les Russes et les Chinois vont la bloquer. Donc il me semble que le calcul a été tout simple, c'est que si on veut préparer sa population à une situation exceptionnelle, on utilise des termes exceptionnels. Cela dit, comme disait Denis Bertrand, ça donne un peu l'impression qu'il y a un calcul a posteriori au début, en choisissant ces mots très forts. Enfin voilà, on pourrait dire la ficelle est un peu grosse. C'est dire la situation est exceptionnelle. D'accord. Il me semble. Et donc, je crois que ça manifeste quand même le jeu de go, quoi, le jeu de go politique. C'est-à-dire qu'on avance une pièce... Et, le jeu de go, expliquez. C'est-à-dire une manière de couvrir le territoire du discours, en l'occurrence, oui. et d'impliquer des prises de position. C'est-à-dire forcer des prises de position par un discours extrême. C'est en même temps... ce discours n'est pas extrême. Alors, le discours n'est pas extrême. Il y a un choix d'adjectifs qui sont forts, qui sont inhabituels, on va dire. Qui sont inhabituels, mais les adjectifs définissent la situation. Alors, attendez, parce qu'on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord, mais François Hollande n'est pas le seul à avoir fait la pédagogie de la position française. Sa compagne, Valérie Trierweiler, qui normalement s'exprime très peu, est elle aussi sortie de son silence, c'était sur M6. À titre personnel, vous êtes favorable à une intervention en Syrie? J'ai pas d'avis personnel là-dessus, je suis comme sans doute toutes les mères, je trouve qu'on ne peut pas accepter l'inacceptable. Moi, quand j'ai vu ces corps d'enfants alignés par dizaines, les uns contre les autres, oui, j'ai exprimé mon émotion et je continuerai à le faire. Et vraiment, si vous voulez savoir, ça m'a empêché de dormir, ces images. J'y pense encore. Je ne sais pas comment on peut supporter ça, comment on peut accepter ça. Voilà, alors elle précise bien qu'elle n'a pas réagi en femme de chef d'État, mais en mère. Cela dit, même si on connaît l'indépendance de Valérie Trierweiler, on a du mal à imaginer que cette prise de position n'ait pas été un minimum pensée et concertée, d'autant qu'elle ressemble à celle de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Vous connaissez l'histoire de John?
En ce qui me concerne, et c'est la même chose pour le président Hollande, dès le début, nous avons dit non, il ne faut pas aller en Irak. Pourquoi est-ce que nous nous orientons vers les décisions qui sont évoquées? D'abord parce que nous avons la conviction totale que le responsable, c'est Bachar el-Assad. Il n'y a pas le moindre doute. Il faut regarder ces images, il ne faut pas avoir une discussion juridique, il faut regarder ces images. Des enfants comme ça, allongés, avec des linceuls, pas une blessure, pas une goutte de sang. Et ils sont là. Et ils dorment pour toujours. Et vous avez vu aussi les photos, les vidéos, avec la bave aux lèvres, avec les spasmes. Et il y a un dictateur qui a fait ça et qui est prêt à recommencer. Alors on ne va pas revenir évidemment sur le fond des images qui évidemment sont bouleversantes, comme il le dit, ces corps alignés, intacts, etc. Là, on laisse de côté effectivement le fond de l'argument, mais on va revenir plutôt à la forme et au choix, là encore, d'aller dans ce registre de l'émotion, voilà, de la description très précise qui fait quasiment des cas cliniques. Pour un ministre des Affaires étrangères, là aussi on voit qu'il n'est pas d'ailleurs tout à fait dans le même registre que François Hollande, et là aussi ça paraît assez inhabituel, Jérôme Sainte-Marie. Oui, cette déclaration est absolument extraordinaire et un peu surréaliste, et elle renvoie finalement un peu à la mauvaise conscience de la diplomatie française actuellement, qui n'est pas tout à fait dans ce qui a fait sa gloire en 2003, c'est-à-dire en tout cas auprès de l'opinion française et d'une bonne partie de l'opinion internationale, l'opposition du discours de M. de Villepin à l'ONU. Et là, on a ce moment quasiment magique où un chef de la diplomatie française à la fois dit que, bien sûr, il fallait être opposé en 2003 à l'invasion anglo-américaine de l'Irak, mais dans la même phrase, dans le même moment, il détruit la logique même de cette opposition. Et il anéantit en fait ce qui justifiait à l'époque cette opposition. C'était bien pour des arguments juridiques essentiellement qu'on était opposé à l'époque. Oui, parce que là il dit qu'il ne faut pas avoir de discussion juridique. Parce que là, on est dans une démarche tout à fait nouvelle pour la diplomatie française, tout à fait kouchnérienne par ailleurs, de dire l'important c'est l'émotion, ce n'est pas le juridique ou le politique. Et donc, s'il y a des photos atroces, il faut intervenir. Ce qui est assez intéressant, parce que quelles photos ne pourrait-on pas produire contre les armées de n'importe quelle puissance ou grande puissance actuellement? Nous aurions donc le droit moral et même l'obligation morale d'intervenir contre à peu près toutes les puissances armées de la planète. Donc on voit bien que là, il choisit un registre qui n'est plus du tout celui de sa fonction. Oui, Marie Mandras. Je crois que ce qu'il faut noter, c'est que cette conférence de presse conjointe avec le secrétaire d'État américain John Kerry a lieu le 7 septembre. Donc là, il y a déjà eu accord entre les Américains et les Russes pour aller vers une proposition de destruction des armes chimiques. Oui. Donc c'est plutôt que ce discours très émotif arrive en décalé. Par rapport à la situation, à l'évolution de la négociation. Oui, mais alors la question qu'on se pose du coup, c'est est-ce que ce discours, il n'est pas aussi vis-à-vis des Français, vis-à-vis de l'opinion publique, toujours pour convaincre l'opinion publique qui est visiblement sceptique oui, c'est certainement... et qui se dit que la France a peut-être pas très bien joué dans cette affaire. Je pense que vis-à-vis de l'opinion publique, la position de Laurent Fabius, qui est, voilà, on va euphémiser, très inhabituelle effectivement pour un patron de la diplomatie, pour un chef de la diplomatie, la position de Laurent Fabius s'explique parce que on est dans une séquence rappelons ça comme ça, de relatif rétropédalage quand même par rapport aux déclarations initiales de François Hollande qui parlait d'une frappe immédiate, imminente, etc. Et donc il s'agit à la fois de rappeler l'horreur de ce qui a été fait et en même temps de souligner la position singulière de la France. J'évoquais les différents sondages qui ont été réalisés sur le sujet. Que ce soit les sondages que nous avons réalisés à BVA ou ceux qu'ont produits nos confrères de l'IFOP, montrent clairement qu'avant les frappes, qui n'ont pas eu lieu, quand on demande aux Français si ils sont favorables ou pas à l'intervention militaire, eh bien ils sont à chaque fois une très large majorité à déclarer y être hostiles. Ils sont par ailleurs une très large majorité aussi à dire qu'ils ne font pas confiance, dans une situation où le président de la République est déjà impopulaire, mais ils ne font pas confiance à François Hollande pour résoudre cette question syrienne. Oui, ce qui est un peu le paradoxe, parce qu'effectivement, on pouvait penser que voilà, partir avec cette posture de vouloir punir, être justicier pour lui être favorable comme au Mali. Et surtout qu'il y avait eu le Mali précédemment, et là, sauf que la grande différence, selon moi,
c'est que dans le cas du Mali, toutes les enquêtes qui ont été réalisées pour le coup après, puisque ça a été assez soudain comme intervention, et qu'après l'intervention au Mali, tout le monde soutenait. Donc la meilleure comparaison probable, c'est celle qui a été faite au moment de la Libye. Lors de l'intervention en Libye, nos confrères de l'IFOP notamment ont réalisé toute une salve de sondages qui montraient que avant les frappes sur la Libye, dans un contexte relativement comparable, on avait une opinion publique qui était à plus de 60% hostile à l'intervention militaire. Au moment où les premières frappes ont eu lieu, on a vu se retourner complètement, s'inverser complètement l'opinion publique sur le sujet. Donc sans doute que dans, alors voilà, sans doute que dans les positions de Laurent Fabius, il y a cette idée d'essayer de convaincre, puisqu'il n'y aura pas de frappe, l'opinion publique. Non, mais je crois que tout ce registre de l'émotion est un registre qui tient au fait que l'exécutif s'est mis en quelque sorte dans une impasse à la fois diplomatique, mais également en termes d'opinion publique, puisque justement l'opinion française soutient généralement, les sondages de l'IFOP le montrent clairement pour toutes les interventions armées de la France, quand elles apparaissent comme légitimes, ou précisément comme elles apparaissent comme légitimées par le cadre international. C'est bien le fait d'avoir abandonné ce cadre-là, ce raisonnement-là, pour rentrer dans le registre de l'émotion et de l'unilatéralisme, pardon, que j'y arriverai pas, que l'opinion se renverse et que là, on bricole un discours d'urgence sur l'émotion. Alors, ce qui est intéressant de voir, hein, c'est que, alors d'une part, les prises de position françaises sur la Syrie ne sont pas nouvelles, mais on va voir que le registre n'était pas tout à fait le même pour le coup. On va repartir en mai 2012, lorsque François Hollande vient d'être élu. Là, il est déjà partisan de sanctions contre Damas, mais pas tout à fait dans le même cadre. On va le voir, il le dit dès sa première interview de président sur le plateau de France 2. Ensuite, il y a des sanctions à prononcer. Et ces sanctions doivent être beaucoup plus dures à l'égard du régime syrien. Il y en a déjà. Elles doivent être renforcées. Et j'en parlerai au président Poutine, puisqu'il vient à Paris vendredi. C'est lui, pour l'instant, avec la Chine, qui est le plus en retrait par rapport à ces questions de sanctions. Eh bien, nous devons le convaincre que ce n'est pas possible de laisser le régime de Bachar el-Assad massacrer son propre peuple. Et est-ce qu'il faut aller plus loin, comme le demandait Bernard-Henri Lévy, vous l'avez entendu dans ce journal, et envisager une action militaire comme on l'a fait en Libye? J'entendais Bernard-Henri Lévy évoquer une intervention armée. Elle n'est pas exclue, à condition qu'elle se fasse dans le respect du droit international, c'est-à-dire par une délibération du Conseil de sécurité. Donc avec l'aval de la Russie et de la Chine. À moi, à d'autres, de convaincre Russes et Chinois. Voilà, à moi de convaincre Russes et Chinois. Mais quelques jours plus tard, lorsque Vladimir Poutine fait sa première visite au nouveau président français, eh bien, le chef d'État russe s'avère assez dur à convaincre. Il n'y aura de sortie possible de cette situation qu'avec le départ de Bachar el-Assad. J'ai dit, et je le répète, que si nous voulons obtenir ce résultat, il doit y avoir des sanctions, il doit y avoir des pressions. Les sanctions ne sont pas toujours efficaces. L'essentiel que nous devons faire, c'est empêcher la situation d'évoluer vers le pire des scénarios, c'est-à-dire la guerre civile. Regardez l'Irak, la Libye. Est-ce que c'est le bonheur là-bas? Est-ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui? Nous savions tous que Kadhafi était un tyran. Mais pourquoi n'écrivez-vous pas ce qui s'est passé après sa chute, à Sirte notamment? La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad? À cette question, Vladimir Poutine répond narquois. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Sur les visites du président Assad, père et fils, je n'ai aucune responsabilité. C'est un autre temps. Alors on va vous faire réagir hein, très vite, mais tout de suite, d'abord peut-être un petit mot, parce que c'est vrai qu'on sent là, c'est un bel exemple d'ailleurs de conférence de presse, commune avec des dirigeants manifestement d'accord sur rien, donc il y a ce qu'ils se disent, et puis il y a aussi, on va dire, le langage non verbal, là, on a l'impression que, je sais pas, François Hollande lève les yeux au ciel, enfin je sais pas comment vous interprétez ça. C'est un moment très fort, vraiment, je crois que cette conférence de presse a été même de tension extraordinaire. Extraordinaire. Parce dommage, il n'y avait pas de caméra. Ce qui est frappant, c'est que c'est l'image est évidemment très parlante. Les images de profil, les deux, on voit les deux visages de profil et ils regardent tous les deux dans la même direction. Mais on s'aperçoit très vite qu'ils regardent dans la même direction pour ne pas se regarder l'un l'autre. Oui, pas une fois, ils se retournent l'un vers l'autre. Pas une fois, ils se retournent l'un vers l'autre, alors que précisément leurs propos
sont des réponses à la proposition de l'autre. C'est ça, ce contraste-là qui est révélateur de la tension. C'est-à-dire que François Hollande répond à l'attaque de Poutine concernant la visite de Bachar el-Assad à Paris, sans le regarder, de même que Poutine répond à Hollande, et précisément sans le regarder. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une intention de ne pas se rencontrer. Et même, il y a un petit geste de Vladimir Poutine sur son pupitre qui est de s'écarter légèrement. Et c'est comme si les corps ne pouvaient pas se supporter. Ah ouais, non, mais c'est vrai que cette image, alors, bon, alors après on va évidemment se dire que ça a pas mal compliqué la suite, mais là on a vu d'ailleurs ces deux extraits avant la rencontre avec Vladimir Poutine et juste après, on se dit est-ce que François Hollande n'a pas été un peu présomptueux au départ de penser qu'il allait convaincre aussi facilement Vladimir Poutine? Mais non, justement, je crois que la force du président Hollande ce jour-là, nous sommes début lors de juin, la conférence de presse commune, nous sommes début juin 2012, c'est qu'il avait été préparé et il avait compris que Poutine ne changerait pas de position. Et il l'a très bien compris, et ce qui explique toute la suite des événements jusqu'à l'été 2013, qui était, bien entendu, il faut faire des efforts diplomatiques auprès des Russes et un petit peu auprès des Chinois, mais il avait compris qu'il y avait très très peu de chances que Poutine change sa position, ce qui voulait dire arrêter d'armer Bachar el-Assad. Il faut bien comprendre que jusqu'à aujourd'hui, la Russie arme Bachar el-Assad. Hein. Donc il avait compris cela et que donc on pouvait essayer les efforts diplomatiques, mais il y avait assez peu de chance. Donc je crois qu'au contraire, il a mieux compris que d'autres chefs d'État et que ensuite c'est ce qui explique pourquoi à l'été il a poussé cette option de frappe aérienne parce qu'il savait aussi que seule la menace de frappe aérienne pouvait faire bouger un tout petit peu la position de la Russie pour une raison toute simple. C'est que la Russie ne pouvait pas se permettre d'avoir des frappes aériennes sur le territoire syrien où elle est présente et où les armes sont en grande partie des armes russes. Mais là, vous parlez effectivement de la suite, hein, de ce qui va se passer toute l'année 2012 et une partie de 2013, mais là, vous dites c'est lors de cette rencontre, cette première rencontre, que François Hollande comprend, là, cette conférence de presse, il se dit, là, ça va pas marcher. Il a compris que Poutine est très, très braqué. Mais alors, du coup, juste avant, quand il fait sa première interview de président, là, sur le plateau de France 2, et où il n'a pas encore rencontré Vladimir Poutine et où il pense qu'il va arriver à convaincre, là il se trompe. Là il a quand même été mal préparé visiblement. Parce dire de se tromper c'est quand même difficile. Il vient d'être élu, il ne va pas dire aux Français je ne vais pas essayer d'avoir une relation avec le président russe. Donc je trouve qu'au contraire cette séquence de mai et de juin 2012 est très parlante et nous montre ce qu'est la situation d'un nouveau chef d'État dans un pays démocratique. Plein de bonnes intentions et puis qui se rend compte que ça va pas être si facile que ça. Oui. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer une seconde qu'il soit si naïf et je ne pense pas non plus, s'agissant de mon domaine, les enquêtes d'opinion, que les Français pourraient le croire si naïf. Il est confronté à une situation qui est la suivante. Jérôme l'a rappelé tout à l'heure, les Français, lorsqu'il s'agit d'aller seul au combat avec, dans des coalitions improbables, unissant 2 ou 3 pays, et surtout la Grande-Bretagne et les États-Unis, ne sont pas chauds, en revanche, sur les interventions avec caution de l'ONU. Ils disent oui. D'accord, ce qui se passe, c'est qu'il vient d'être président de la République. On l'interroge sur la situation en Syrie, qu'on voit dans tous les journaux, et enfin, ne nous l'aurons pas dans les sondages sur les conversations des Français que réalisent certains confrères, on voit bien que ça les préoccupe et que la réaction des Français, même s'ils disent j'ai pas envie d'une intervention de mon pays avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, disent aussi mais on laisse faire, c'est scandaleux. Donc on a un président de la République qui prend une position qui consiste à dire je vais tout faire pour obtenir la possibilité d'intervenir dans le cadre du droit international. Il s'écoule des mois et pas mal de massacres, et il arrive à une position qui est bon bah au dernier en date, en plus avec un prétexte, si je puis dire, d'illégalité internationale avec l'usage d'armes chimiques, eh bien, on va intervenir. Ce qui m'intéressait, je l'ai évoqué d'un mot tout à l'heure, c'est que, alors que les Français, encore une fois, sont hostiles à cette intervention de coalisés, ils sont une majorité à penser ce que disait ma voisine, c'est-à-dire qu'en réalité, cette menace de la France a été efficace pour avancer dans ce dossier. Donc, je ne suis pas sûr qu'à moyen terme, aujourd'hui il n'en profite certainement pas politiquement François Hollande, mais c'est pour ça que je disais qu'à moyen terme, je ne suis pas sûr que ça ne puisse pas lui profiter, y compris égoïstement politiquement, surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est un président qui a un item de fragilité constante,
qui est le manque d'autorité. Ouais, le manque d'autorité. Juste un petit mot sur les premières interventions de François Hollande. Et puis sur cette phrase aussi d'ailleurs, quand il refuse d'assumer la continuité avec ce qui s'est fait avant, hein, avec Nicolas Sarkozy. Non mais c'est amusant, enfin, non c'est atypique là pour le coup. Oui, ça c'est une habileté à laquelle il ne sait pas résister, mais pourquoi pas, enfin, je ne veux pas que ce soit l'essentiel. Tout ce que dit Gaël Slimane n'est pas faux, mais il y a quand même un petit problème dans ce qui est montré avec ces extraits, et que les Français ont vu par définition, c'est que on a vu quand même des positions évoluer énormément. Et aujourd'hui, heureusement que la situation évolue. Non mais et la reconstruction, politique évolue. on a bien eu raison de menacer sans faire. Cette position-là est une reconstruction a posteriori qui, à mon avis, aura plus de mal à convaincre le citoyen qui s'y intéresse que le commentateur, puisque au fond, on voit bien qu'au départ, il y a un impératif moral qui est évoqué. On va à la guerre, et on y va parce qu'on ne pourrait pas ne pas y aller. Et là, tout à coup, on dit finalement qu'on n'y va pas. On a bien vu quand même qu'on s'est fait tordre le bras, comme rarement depuis la crise de Suez de 1956. Et qu'il y a eu un échec peut-être, en fait, c'est ce qu'on disait, que François Hollande n'a pas réussi à convaincre, comme il avait dit, parce qu'à propos, non, ça c'est pas... Il faut le dire clairement, il y a quand même un côté, alors c'est dans un très joli décor, mais il y a quand même un côté un peu pantalonnade dans tout cela, où finalement on voit bien qu'on est à la remorque des décisions des États-Unis, et que là, au lieu d'attendre le vote du Conseil de sécurité comme en 2003, on attend et on nous dit qu'il faut attendre le vote du Parlement américain. Oui, là on est sur aujourd'hui, pas sur 2012. En termes d'autorité et de légitimité nationale, ce soit le meilleur message qui soit adressé, y compris à l'opinion française. D'accord, mais là vous êtes sur les dernières déclarations, hein, pas sur celles de 2012. Alors... c'est vrai qu'on se balade là dans le temps, et là on revient toujours à la question de l'attitude de François Hollande vis-à-vis de Vladimir Poutine, mais sa réaction en 2013, hein, là, voilà, lors du fameux sommet du G20. Alors c'est juste après que le président russe réponde et affirme qu'il soutiendra militairement le régime de Damas en cas de frappe française ou américaine, donc c'est avant le fameux accord, mais je trouve assez intéressant d'écouter ce que dit François Hollande sur Vladimir Poutine. On va vous faire réagir. Il avait au G8, vous vous en souvenez, c'était en Irlande du Nord, dit qu'il cherchait une solution politique, ce que d'ailleurs, je rappelle, nous cherchons tous la solution politique. C'est aussi un point d'accord. Mais le jour même du G8, au moment où il se clôturait, il annonçait qu'il allait continuer à livrer des armes au régime syrien. Et aujourd'hui, pour le G20, il en fait confirmation. Bon, donc nous savons sa position. Il a même, puisque il en a dit l'essentiel publiquement, prétendu que c'était l'opposition qui avait utilisé les armes chimiques. Ce qui d'ailleurs permet déjà d'acter que les armes chimiques ont bien été utilisées. Et lui, il pense que les armes chimiques ont été utilisées par l'opposition, je ne sais comment, puisqu'elle n'en possède pas, je ne sais par quel projectile, puisqu'il n'en dispose pas. Tout cela pour justifier l'intervention. Avec des armes chimiques qui auraient gazé un quartier qui est plutôt tenu par l'opposition. C'est la position de M. Poutine. Il l'a exprimé dans ce G20. Qui est à Saint-Pétersbourg. Oui, qui est à Saint-Pétersbourg. Non, mais là, c'est vrai qu'on sourit pendant l'extrait, parce que là, il a trouvé, alors c'est intéressant, on se demande déjà, est-ce qu'il a fait des progrès dans sa compréhension des ressorts poutiniens, puis surtout, il a décidé de le prendre sur le mode complètement de l'ironie, quoi. Je crois que... il se moque de lui. Il se moque de lui, ouais. Je crois qu'il a compris le cynisme de Vladimir Poutine. Qu'il est donc face à un homme d'État tellement cynique et qui peut aller jusqu'à la mauvaise foi, dire que des rebelles ont utilisé des armes chimiques et avaient ce qu'il fallait pour aller... Enfin, on sait que c'est impossible, et on sait que Vladimir Poutine ne dit pas la vérité, puisque lui-même a certainement autant d'informations que nos États, et probablement encore plus. D'accord, donc le seul moyen, c'est de le prendre... moi, je crois que... Oui, je crois que là, le président français a l'air assez sincère. Je crois qu'il est... en Russie même, et il se rend compte du cynisme de l'interlocuteur. Et je voudrais ajouter sur ce point que tout à l'heure, vous avez mentionné l'abandon d'une politique de Conseil de sécurité. C'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça. Ce sont deux États, la Russie et la Chine, qui ont empêché le Conseil de sécurité de fonctionner. Empêché. Donc, ce n'est absolument pas la France qui aurait à un moment décidé on ne va plus agir. Simplement, puisque le Conseil de sécurité était complètement bloqué, est-ce qu'on allait accepter le diktat russe et chinois, ou est-ce qu'on allait trouver un moyen? Alors on va pas. Oui, bien sûr. Ça, le problème pour Alors on Hollande. va pas refaire toute l'évolution de la diplomatie française parce que sinon l'émission n'y suffirait pas. Mais sur l'attitude de François Hollande, vous dites finalement il a compris le cynisme de Poutine et il a bien fait. Peut-être d'autres une petite réaction là-dessus. Oui, je crois que c'est très intéressant ce discours-là parce que devant des journalistes parce là pour le coup. Il est marqué sur l'emploi du il. Tout à l'heure on a vu l'absence du dialogue, Mais là on est encore un pas supplémentaire dans cette absence du dialogue, c'est-à-dire que François Hollande parle comme un narrateur de roman, et il parle de son personnage à la troisième personne. Il a fait ceci, il a fait cela, il a pensé ceci, il a pensé cela. Il rentre dans l'intériorité de son personnage. C'est douloureux, c'est douloureux. Et donc cette mise à distance, cette mise à distance-là, de l'effet d'ironie que vous voyez, elle vient à mon avis, de cette mise à distance du personnage objectivé que devient Poutine. Moi j'ai une petite question quand même, c'est quand on voit ça, on se dit bonjour pour la suite de leur relation, non? Oui, comme Marion Brasseux disait, il a fait le diagnostic. Il a fait le diagnostic qu'avec Vladimir Poutine, il n'y avait pas grand-chose à attendre sur ce sujet-là. Et il a fait un choix, moi ce qui m'intéresse davantage dans sa perception, la perception qu'il peut avoir en tant que chef d'État auprès des Français. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy face à Vladimir Poutine, au moment de la crise géorgienne par exemple. Je ne suis pas certain que ce soit très efficace sur la construction de son image de donner le sentiment qu'il a pu, à un moment donné, faire crédit à Vladimir Poutine, qui n'a pas une très bonne image en France, on va le dire de manière euphémisée. Là, on a un François Hollande c'est un nouveau président, qui manque de crédibilité internationale, et même sur le plan national, sur lequel beaucoup de Français s'interrogeaient avant son élection. Eh bien, ce nouveau président, il décide de se construire sa stature en se hissant au niveau d'une personnalité politique majeure, comme l'est le président de la Russie, en s'opposant à lui, et mieux encore, en se moquant de lui. Donc, mon sentiment sur ce type de position qu'a eu François Hollande, c'est que ça le sert plutôt. D'accord, dernier mot, puis on... Pas de commentaire sur le fait, est-ce qu'il est utile pour la France de se moquer du président russe, mais... On sent que vous n'approuvez pas, enfin je sais pas, c'est une vague intuition. Il ironise. Il fait un constat d'échec. Et justement, là il y a un constat d'échec, puisqu'on parle d'opinion, il y a un autre sondage qui montre que seul un tiers des Français considèrent que François Hollande a bien géré la crise en Syrie. Mais vous êtes convaincu par cette intervention? Je trouve ça à la fois, c'est de l'excellent François Hollande. C'est ce qu'on a vu et commenté parfois, y compris par la campagne électorale. C'est comme ça qu'il a réussi à conquérir des salles de citoyens et plus encore peut-être de journalistes. Mais néanmoins, il y a un petit décalage entre le fait d'avoir ce registre humoristique et de le faire par rapport à une des grandes puissances, un des grands partenaires de la France, qui plus est à Saint-Pétersbourg. Alors, on a parlé finalement de l'attitude vis-à-vis de Vladimir Poutine. Quelle est la bonne attitude? Comment s'adresser à lui? Nicolas Sarkozy n'était pas très bien parvenu. François Hollande, bon, on va voir ce que ça donne. Il y a aussi François Fillon, ex-premier ministre et candidat déclaré à la primaire UMP de 2016, qui a tenté sa chance, si l'on peut dire. C'était lors d'une conférence à Moscou en présence de Vladimir Poutine. Alors, je vous rappelle que ces propos ont beaucoup fait réagir, mais on commence par l'écouter. Dans l'extrait, une petite précision, il évoque l'accord impulsé par les Russes en vue de démanteler l'arsenal chimique syrien et de repousser les sanctions. On écoute donc François Fillon. La Russie a joué un rôle positif et ce rôle positif doit être salué. Mais neutraliser et éliminer l'arsenal chimique syrien, c'est une nécessité, mais cela ne suffit pas. Nous devons aller plus loin et nous devons forcer les belligérants à cesser les combats et à entamer un dialogue national pour trouver les chemins de la paix. La Russie doit peser de tout son poids sur le régime syrien qui doit comprendre qu'aucune victoire durable n'est possible tant que le sang coulera. Nous avons, vous et nous, Russes et Européens, une influence déterminante sur les deux camps qui s'opposent. Eh bien, je souhaite à cet égard que la France retrouve cette indépendance et cette liberté de jugement et d'action qui seules lui confèrent une autorité dans cette crise. C'est donc par notre dialogue, mon cher Vladimir, que passera la paix. Monsieur le Président, l'Union européenne ne peut pas se passer d'une relation étroite avec la Russie. Et je suis convaincu que la Russie
ne peut pas faire l'économie d'un ancrage européen fort. Alors, on l'a gardé dans sa durée, l'extrait, parce que justement, il y a quand même pas mal de registres. Alors, hein, je rappelle que, évidemment, François Fillon a été critiqué, y compris dans son camp, hein, parce qu'il n'avait dérogé aux usages en critiquant la position de la France à l'étranger. Ça, c'est un des aspects de l'extrait. Après, il tente quand même, et il dit hein, à Vladimir Poutine qu'il doit peser de tout son poids, qu'elle ne peut pas se passer d'un ancrage européen. Donc, on voit bien qu'il tente aussi à sa façon peut-être de raisonner Vladimir Poutine. Alors, est-ce qu'il s'y prend bien, là, Marie Mandras, indépendamment de la critique de la France à l'étranger, mais vis-à-vis de Vladimir Poutine? Mais de toute façon, François Fillon accepte d'être invité à ce qui est normalement une conférence d'universitaires et d'experts. Pour aller vite, je dirais qu'il prend ma place. Puisqu'il y a encore quelques années... Il a vraiment pris votre place? Oui, d'accord. Il y a quelques années, j'allais aux discussions Valdaï tous les ans. Et donc je rencontrais Vladimir Poutine et tous ses ministres. Mais dans un cadre qui était beaucoup plus intime. Nous étions une trentaine autour d'une table avec Vladimir Poutine pour un repas. Et puis ensuite, évidemment, les personnes comme moi ont cessé d'être invitées car trop critiques. Et donc, je trouve ça tout simplement tout à fait étrange. Et qu'un ancien Premier ministre aille à ce type d'événements. Et enfin, qu'est-ce qu'il a à dire à Vladimir Poutine sur un sujet aussi brûlant alors qu'il n'est pas au pouvoir? Oui. Et enfin, je trouve que c'est de mauvaise foi que d'aller critiquer la position française parce qu'on serait derrière les Américains, alors que d'abord, il est bien évident qu'on n'allait pas avoir une action en Syrie sans avoir quelques alliés. Et deuxièmement, hein, il ne mentionne jamais la décision d'intervenir par des frappes aériennes en Libye en mars 2011, mais avec le Conseil de sécurité, mais aussi avec les États-Unis. Et sur la manière dont il s'adresse à Poutine? Non. Mon cher Vladimir, alors qu'on est toujours dans une négociation extrêmement difficile avec lui, qu'on sait qu'avec Poutine, il n'y a que le rapport de force qui compte. Et que c'est grâce à la menace de frappe sur ses armes et ses conseillers militaires en Syrie, je trouve quand même que ça vient à un mauvais moment. Personne n'a jamais réussi à charmer Poutine pour obtenir des décisions sur des sujets importants. Alors oui, je fais régime, pourtant il a l'air quand même assez charmé. Hein. Personne n'a réussi, mais quand on le voit à l'image, Poutine, il a l'air content quand même, non? Moi, je dirais, il est ravi, mais il ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Quand même, si on a très peu d'images, malheureusement, du visage de Poutine au moment de mon cher Vladimir, mais enfin, on peut dire que c'est un visage assez faiblement expressif par rapport à l'invitation d'amitié. En plus, il n'est même pas charmé. Il n'est pas si charmé que ça du tout. Il n'est pas si charmé que ça du tout. Très impressionnant. Cette froideur de la réaction. Alors, ça c'était concernant Poutine, concernant Fillon. Moi, je pense que le plus frappant pour Fillon, encore une fois, je ne serais pas aussi sévère que d'autres. Il faut lire Wikileaks, c'est le défilé de la classe politique française dans l'ambassade américaine pour voir que d'autres comportements pourraient être aussi condamnés. Non, ce qui est frappant, c'est que son discours, qui n'est pas totalement absurde, est totalement détruit, notamment sa réception en France, par cette expression « mon cher Vladimir ». Ça correspond tellement peu à la distance qu'on doit avoir avec un chef de l'État étranger quand son propre pays est en tension. À tort ou à raison, le problème n'est pas là. C'est que là, il détruit son discours et il détruit largement aussi sa posture d'homme d'État. C'est très intéressant de voir qu'en 3 mots, on peut faire beaucoup de mal à ses propres propos. Ouais. Alors, bon, on a beaucoup discuté, effectivement, y compris sur ce plateau, mais un peu partout en France, de l'attitude de François Hollande. Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il a eu tort? Il y a un dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est la pédagogie qu'il a faite après coup, après l'accord, effectivement, pour détruire, entre guillemets, le stock d'armes chimiques à Damas. Alors je vous propose d'écouter sa réponse face à 2 journalistes. Alors l'une est américaine lors d'une interview aux États-Unis, l'autre est française sur un plateau de télé français. Vous avez même dit qu'il faut punir Bachar el-Assad. Vous ne regrettez pas aujourd'hui ce terme compte tenu de l'évolution de la situation? Justement, s'il n'y avait pas eu de réaction, alors qu'est-ce qui se serait passé? Bachar el-Assad aurait donc continué à gazer la population? Bachar el-Assad niait même, jusqu'à récemment, il y a quelques jours, qu'il avait des armes chimiques. Aujourd'hui, il en fait l'aveu. Les Russes soutenaient Bachar el-Assad et considéraient qu'il n'y avait rien à faire, en tout cas pas une punition. La pression que la France a exercée, pas simplement la France, les États-Unis,
La pression qui a été donc suffisamment forte a convaincu la Russie, Poutine, de prendre une initiative. Tant mieux. Cette initiative, elle a permis d'avoir un accord, là, ces derniers jours. Bref, on ne s'est pas si mal débrouillé que ça, explique-t-il en substance à la journaliste sceptique. Un échange très différent de celui auquel on a assisté quelques temps plus tard à New York, en marge du sommet de l'ONU. Là, c'était sur CNN. Il semble que la France soit vraiment tête de pont. Je vais utiliser ce qui a été dit par d'autres à l'occasion de la guerre en Irak. On parlait de la France en disant que c'était des mangeurs de fromage qui baissaient la garde. On parlait des frites de la liberté. Et il semble que votre position soit tout à fait à l'inverse de ce qui s'est passé durant la guerre en Irak. Il semble que vous soyez vraiment désireux de projeter le pouvoir de la France dans le monde lorsque c'est nécessaire. Et il semble qu'il y ait, au contraire, peut-être un mouvement arrière des États-Unis, un pas en arrière. J'ai été fier que mon pays ne soit pas justement dans l'intervention en Irak. Nous n'avons aucune volonté d'influence ou de suprématie pour défendre des intérêts commerciaux ou économiques. Nous, ce que nous défendons, ce sont des principes, ce sont des règles, ce sont des valeurs. C'est ça qui donne à la France sa spécificité dans ce qu'on appelle la vie internationale, dans la scène internationale. Et donc, ce que je défends sur la Syrie, c'est une solution politique. Mais s'il n'y a pas eu la pression nécessaire, s'il n'y avait pas eu la menace sur l'utilisation des armes chimiques, je pense que nous n'en serions pas là. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est le contraste, parce qu'en France, on s'interroge beaucoup sur son rôle, et aux États-Unis, c'est pas tant sur son rôle, c'est vous étiez la tête de pont, mais c'est sur ses motivations, voilà, qu'on s'interroge. Donc c'est vrai que le contraste nous semblait intéressant. Et puis alors, pour terminer, je vais vous faire agir en guise de conclusion sur la manière finalement dont il communique après coup, sur la manière dont il a géré cette entre guillemets séquence, comme on dit. Est-ce qu'il a bien communiqué, est-ce qu'il s'est bien expliqué les uns et les autres? Je crois qu'on est face à un exercice de ravaudage, c'est-à-dire qu'on explique a posteriori comment finalement les choses se sont passées comme on avait prévu qu'elles devaient l'être, alors qu'en fait tout le monde sait très bien que ce n'est pas le cas. Et par ailleurs, c'est très curieux, encore une fois, d'entendre un chef de l'État dire qu'on ne défend pas les intérêts de son propre pays, y compris au niveau économique, et qu'on défend uniquement des valeurs. Ce n'est pas un discours qui est tenu par le président américain, par exemple. Oui. Moi, je trouve justement que, effectivement, il se raccroche à une situation qu'il n'avait pas souhaitée, ça c'est clair. Mais je trouve qu'il s'en sort pas mal. Et là où je suis pas du tout d'accord, une fois de plus, avec Jérôme sur cette émission. On a vu que vous n'étiez pas d'accord sur là vraiment, j'ai trouvé que la réponse de François Hollande à la journaliste américaine, elle est assez dure, parce que qu'est-ce qu'il dit en filigrane en disant la France? Il dit l'Irak, c'était quelque chose, et je suis fier que la France ne soit pas intervenue, et il suggère que les États-Unis seraient intervenus en Irak, il le dit à la journaliste américaine, pour défendre des intérêts économiques en maquillant cela par des raisons juridiques. C'est ce qu'il dit à la journaliste américaine. C'est quand même extrêmement fort, extrêmement violent. Donc moi je trouve qu'il s'en sort plutôt bien dans cette séquence de communication. Là où je vous rassure, c'est que dans les sondages aujourd'hui, en termes d'opinion, ça ne lui profite pas du tout. D'accord, même s'il s'en sort bien, mais bon, c'est aux États-Unis, tout le monde ne regarde pas CNN. Voilà, là, ce sera le cas aujourd'hui. Un petit mot sur la pédagogie, entre guillemets, de François Hollande. Oui, et puis en plus, il est très gêné, il me semble, dans l'entretien avec Claire Chazal. De nouveau, il s'en sort pas mal, mais tout simplement parce que cet accord qui a été scellé entre Américains et Russes, avec simplement la bénédiction du secrétaire général de l'ONU, oui, la France a été tenue à l'écart. À l'écart, voilà. Oui, alors qu'elle avait joué un rôle moteur au début. Voilà. Mais finalement, l'important, c'est de dire c'est le résultat qui compte. On avance, on a un petit peu débloqué la position russe au Conseil de sécurité. Et surtout, il me semble que ce qu'il dit, c'est que c'est loin d'être terminé. Donc on est vraiment dans un parcours d'endurance et ça va durer encore des mois et des mois, cette problématique syrienne. Donc il me semble qu'il parle aussi finalement comme un chef d'État et un sportif qui doit se préparer à d'autres entretiens, à d'autres explications et à d'autres négociations. D'accord. Eh bien, que nous commenterons sans doute le temps venu. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Adam Douyeb qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillants.
Mais qu'il l'avait dit au début, c'est pour ça. Mais le mot menace qui est très efficace ici. Et là, on entretient suspense pour la suite. Oui, non, mais là, je me suis dit, voilà, mais... Ça lui va bien, Jérôme. D'être méchant, je sais pas, Le lac indifférent, avoir des enfants, tout ça, je trouve ça génial.